Donc, merci d'être là encore pour ce dernier panel sur le thème de la démocratisation de l'économie. Je me présente, mon nom est Julie Châteauvert, je suis professeure auxiliaire à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère et je co-dirige aussi avec Philippe Dufort un tout nouveau centre de recherche qui s'appelle le Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales, le CRITS, et non pas le CHRIST, comme je sais que plusieurs d'entre vous seront tentés de l'appeler. Je me permets de le présenter un tout petit peu avant de vous présenter nos invités. Le CRITS, donc, c'est ce tout nouveau centre de recherche qui fonctionne, qui fabrique avec l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère et l'Atelier d'innovation sociale aussi à l'Université Saint-Paul, un écosystème dans lequel on souhaite travailler en articulant enseignement, recherche et formation d'organisation pour travailler ensemble dans une perspective de transformation sociale. L'articulation entre les trois est importante pour nous. Et c'est en ça que le CRITS, tout nouvellement né, là, c'est notre toute première année d'exercice puis de développement de projets et l'ami naturel du collectif de la grande transition, j'ai envie de dire. Et c'est sur la base de cette amitié-là que la grande transition a invité donc le CRITS à vous proposer cette table ronde sur la démocratisation de l'économie. Et en espérant que cette amitié-là ne fasse que grandir et qu'on étende les événements de discussion comme ça entre Montréal et Ottawa, où à l'Université Saint-Paul, on est installé. Maintenant, je vous présente tout de suite les invités que le CRITS a choisis pour discuter avec vous de démocratisation de l'économie. Avant de commencer mes présentations, j'aimerais rappeler à tout le monde la présence des interprètes. Alors, des gens utilisent le travail d'interprétation simultanée que font des personnes qui travaillent très fort en haut. Alors, je vous rappelle à tout le monde, mes invités, autant que tout à l'heure dans la période d'échange, de tenter de ralentir le débit pour leur donner un coup de main, parce que c'est un travail exigeant sur les neurones que de faire de la traduction simultanée. Je remercie tout le monde pour cette pensée-là. Je vous présente donc tout de suite mes invités. Judith Caillé, qui est ici à ma droite. Judith Caillé, qui est résidente de Pointe-Saint-Charles, qui a été de toutes les luttes qui ont mené à l'appropriation par la communauté du bâtiment 7, dont elle va nous parler depuis le début. Judith, hein? Tu as été là tout le temps. Fait que Judith va donc nous parler des expérimentations de démocratisation de l'économie qui ont lieu à l'intérieur du bâtiment 7. Elle sera suivie ensuite par Bengi Angbouloud, qui va s'exprimer en anglais cet après-midi. Alors, si vous avez besoin de vos appareils de traduction, n'hésitez pas à aller vous les chercher tout de suite, là. Donc, Bengi va s'exprimer en anglais. Elle est professeure au département de géographie, de planification et d'environnement de l'Université Concordia. Et ces travaux qui s'inscrivent dans la tradition de l'économie politique puis de l'économie écologique, elle travaille depuis les 5 dernières années sur la question des communs, sur les formes de démocratie économique et sur la croissance économique. À ma droite, encore ici, on reçoit Isabelle Garot aussi, qui, elle, est enseignante de philosophie au lycée Chaptal à Paris, qui collabore à la revue Contretemps, que vous connaissez probablement, et qui travaille aussi sur une grande réédition, retraduction des œuvres de Marx et d'Engels, et qui a publié tout récemment un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions Amsterdam, dont le titre est « Communisme et stratégie », qui va aussi s'entretenir, je présume, va nous parler du contenu de ce livre, entre autres choses. Et Simon Tremblay-Pepin, qui est professeur aussi à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, dont les travaux portent sur la démocratisation de l'économie et qui s'intéresse plus particulièrement à la planification financière, la planification démocratique de l'économie. Je leur donne la parole tout de suite, mais je vous vends un peu le punch du fonctionnement de nos échanges après que chacun des intervenants et intervenantes ait parlé une quinzaine de minutes environ. On se pose tous les 4 des questions sur lesquelles on aurait envie de vous entendre. Alors, chacune des interventions sera conclue par une question qui vous est adressée sur laquelle on aimerait orienter les échanges entre nous ensuite.
dans la dernière portion de notre discussion. Comme ça conclut en plus les 2 jours de la grande transition, on pourra ainsi peut-être faire converger nos discussions sur 4 grandes questions, puis peut-être ainsi pouvoir aller un petit peu plus loin, peut-être avoir 2-3 tours de parole sur les mêmes questions. Je vais vous le redire tout à l'heure, mais je le dis quand même, quand vous vous préparez pour aller intervenir, j'aimerais bien qu'on ait le micro homme et le micro femme. Ça, c'est pour moi, c'est pour m'aider, pour pas que je devienne tout mêlée dans l'attribution des tours de parole. Je donne tout de suite la parole à Judith et voilà, c'est parti. Merci. Merci, Julie. Bonjour tout le monde. Courageuse personne en ce dimanche ensoleillé qui est dans cette salle. Ça doit résonner dans vos cœurs. Alors, d'autant plus un plaisir d'être là avec vous. Donc, je me présente. En fait, je suis résidente de Pointe-Saint-Charles, une maman du quartier, militante depuis quand même quelques années pour le bâtiment 7. J'ai littéralement grandi avec cette aventure-là. On m'a demandé, on nous a invités en fait pour parler d'économie, en fait de comment se réapproprier, comment l'initiative du bâtiment 7 participe là, à cette réflexion-là qui nous occupe. Puis au début, j'ai hésité en fait parce que ce qu'on essaie de faire au bâtiment 7, c'est aussi de construire nos positionnements en commun. Or, on est à une année de vie et puis on n'a pas approfondi collectivement toutes ces questions-là que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. Donc, je me présente devant vous vraiment avec une posture humble par rapport à notre expérience, reconnaissant en fait que c'est un positionnement qui est à construire au sein de l'écosystème du bâtiment 7. Ce qui est sûr, en fait, c'est que j'arrive devant vous avec une posture, en fait, qui vient d'une lecture transversale de l'économie. Là, je ne vous parlerai pas uniquement de production, distribution, consommation. Ce n'est pas de ça qui est inspirant à travers l'aventure du bâtiment 7, qui se veut une expérience, somme toute, complète. Mais bien de revenir à cette racine-là, là, de parler d'organisation, en fait, de l'organisation de notre demeure collective. Je précise, en fait, que l'aventure du bâtiment 7 est située sur une corde raide de contradictions, donc je ne m'en viens pas faire une infopub du bâtiment 7, mais bien vous exposer l'ensemble des réflexions qui ne sont pas faciles, en fait, à dénouer, qui nous occupent. Voilà, puis en guise pour terminer cette introduction-là, on nous a demandé, comme Julie le spécifiait, là, une question. En fait, nous, ce sont plusieurs questions qui nous occupent. Alors, j'ai été un peu rebelle et puis j'ai mis plusieurs points d'interrogation dans la présentation. Alors, le point de départ et d'arrivée de l'économie pour nous est évidemment la communauté. À Pointe-Saint-Charles, on est extrêmement chanceux car il y a une histoire communautaire très forte qui se tisse sur plusieurs générations. Donc, on n'arrive pas dans notre trentaine avec la prétention qu'on est en train de tout inventer. En fait, on le fait tisser, en fait, issu de l'héritage des générations précédentes, puis on le travaille ensemble comme une construction, en fait, de l'intelligence collective à l'échelle d'un quartier. Bien sûr, si on tient dans un quartier puis qu'on se reconnaît entre différents groupes, porter une initiative comme celle-là, elle suppose quand même une gang, un groupe, en fait. Donc, il y a définitivement une dimension affinitaire qui vient avec ça pour tenir pendant autant d'années. Mais quand on veut créer de la cohésion au-delà d'une gang, comment qu'on passe, en fait, cette solidarité-là, cette cohésion entre les êtres humains d'une petite échelle à des grandes échelles, c'est une question qui nous occupe encore maintenant, malgré la quantité de personnes qui s'impliquent au bâtiment 7. Une communauté, c'est pas tout, ça vit sur un territoire. Or, le territoire, en 2019, est on ne peut plus convoité. La spéculation, l'appropriation, le repli, l'embourgeoisement, donc c'est des dynamiques qui nous affectent tout le monde. Alors, quand on veut expandre notre projet d'autonomie collective à l'échelle d'un quartier, d'une communauté, comment on fait quand on n'a pas le capital dans la poche pour aller s'acheter des bâtisses puis aller s'acheter des bouts de terrain? Donc, à Pointe-Saint-Charles, c'est 14 années de lutte citoyenne qui ont commencé, là, la première photo en haut, par la plantation d'un drapeau citoyen sur les terrains du CN. Donc, il y a eu une lutte contre un casino, un centre de foire international. Il y a eu un squat sur le bord du canal de la Chine par des anarchistes. Il y a eu la construction d'un collectif issu de plusieurs groupes différents. Toute une lutte qui aura duré des années, là, 2009 à 2012, pour pouvoir se revendiquer un bout de territoire des terrains du CN.
On l'aura gagné, mais non seulement c'était ça, il aura fallu passer à travers tout le tataouinage administratif et bureaucratique pour avoir des clés, ce qui aura pris un autre 5 années. Puis qui amène évidemment la question de notre résilience, en fait, à tenir autant de temps quand on veut pouvoir être chez nous. Donc, la question que m'amène, c'est est-ce qu'en 2019, on peut penser l'économie sans la lutte qui vient pour pouvoir être seulement chez soi? Ensuite, c'est pas tout d'avoir une communauté sur un territoire, il faut s'organiser, puis il faut s'organiser pour survivre, ou sinon, quand même, la somme de tous les individus que nous sommes ne crée pas de la cohésion, on ne le pense pas au bâtiment 7. Et puis, en fait, dans ce projet-là économique qui est le nôtre, déconstruire les hiérarchies, ce n'est pas une voie de contournement, c'est au cœur de notre proposition d'agir ensemble. Or, des expériences d'autogestion à 200 personnes au Québec, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas de success story qui viennent nous inspirer. On ne peut pas vraiment se tourner vers personne pour savoir comment on fait ça. Ce qu'on a fait plutôt, c'est de décider d'y dédier une grande part de notre temps, de notre amour, en créant un comité, en fait, qui est actif depuis 3 ans, qui est le comité démocratie, juste composé de femmes de différentes générations, puis de différentes aussi appartenances politiques. On est allé s'inspirer de ce qui se fait dans le monde. On a initié un projet de recherche-action avec Anna Krosinski, qui est à l'École des affaires publiques et communautaires de Concordia. On est allé chercher du financement aussi pour se payer des ressources qui ne font que ça, en fait. Comment vivre cette structure-là qu'on a inventée de toutes pièces, comment la rendre vivante, évolutive, parce que ce n'est pas quelque chose de rigide qu'on a besoin, mais c'est quelque chose qui est capable de vivre puis de refléter les besoins qu'on a comme collectivité. Là-dedans, il faut mentionner que la formation est au cœur des problématiques parce que c'est pas vrai que ça vient comme par magie, comment le faire ensemble, comment s'organiser ensemble. Donc, il y a une part importante de notre temps qui vise à former constamment les membres actifs existants, les membres actifs passés. Mais en guise peut-être d'autocritique de ça, là, je pourrais dire que c'est sûr que dans la complexité des enjeux, là, gérer une grosse baraque comme ça, du développement, de l'entretien, de la programmation, du positionnement politique, de l'ancrage quartier, tous les enjeux financiers qui nous occupent, les enjeux légaux aussi, c'est sûr, c'est certain que la coordination prend une place importante, et donc du pouvoir aussi. Donc, comment constamment déconstruire ce pouvoir-là pour faire circuler, pour agrandir l'espace, le nombre de personnes qui sont impliquées par les décisions, ça, c'est un enjeu quotidien que nous avons. Donc, quand on a initié le bâtiment 7, c'est une première phase qu'on a ouvert. C'est 16 projets qui sont maintenant là. Il y a une épicerie, il y a un bar, il y a des ateliers de mécanique auto, de bois, il y a une arcade jeunesse. Donc, il y a différentes choses là-dedans, tout à but non lucratif. Puis, c'était certain pour nous que ce n'était pas une approche top-down, c'est un projet par et pour. Donc, on n'a pas fait appel à l'économie sociale Inc. de Montréal pour venir nous doter de beaux projets dans le bâtiment 7. Quand il était question d'un atelier vélo, on est allé voir un tel de la rue Roselle, puis un tel de la rue Fortune, puis une autre de la rue de la Congrégation, puis tout est très peu de bêtes de la Pointe, puis on a fait, bien, qu'est-ce qui ferait du sens pour nous? Puis on l'a créé ensemble, ce projet-là, à partir des préoccupations qui étaient les nôtres. Cependant, ça demande quand même pour passer de la collection disparate des idées, en fait, à quelque chose qui fait du sens au niveau de la viabilité économique, au niveau de la proposition globale, au niveau de tenir des collectifs ensemble, somme toute de gens qui n'avaient pas travaillé ensemble pendant des années. C'est sûr que ça demande un degré d'animation, en fait, puis d'accompagnement qui fait qu'au bout du compte, est-ce qu'on a tellement éliminé cet effet-là qu'on voulait renverser? Je pense que oui, mais quand même, il faut reconnaître qu'il demeure toujours quelque chose de l'ordre de l'animation qui demeure. Donc, beaucoup d'interventions. On est mégalo à la Pointe. On s'est réapproprié une espèce de ruine industrielle de 90 000 pieds carrés qui était en train de tomber, littéralement, et dont plusieurs parties sont encore en train de tomber. On n'avait pas de capital, et puis la somme de tout ça s'élevait à 15 ou 16 millions. Donc, il a fallu segmenter le projet. On l'a construit par phase.
La phase 1, c'est 4,2 millions de financement qu'il a fallu aller lever en allant faire notre petit travail politique d'aller chercher du financement public parce que c'est sûr qu'il fallait avoir de l'argent gratuit. On ne pouvait pas emprunter cette somme-là au complet. Ça aurait été du suicide. Donc ça, c'est clairement un travail qu'on a dû faire qui n'était pas la partie la plus plaisante de l'équation, mais quand même. Dans le 4,2 millions, on a dû emprunter 1 million de dollars. On a fait une importante, quand même, levée d'obligations communautaires dans le quartier. On est allé chercher 75 000 dollars, mais somme toute, c'est quand même 1 million de dollars en prêts d'économie sociale qu'on a dû aller chercher. Sur les pieds carrés payants, actuellement, ça représente environ 10 dollars juste pour le remboursement de la dette. On n'a pas payé de taxes, on n'a pas payé d'hydro, on n'a pas payé de salaire. Donc, au bout du compte, ça ne revient pas si moins cher que sur le marché, en fait. Les locaux du bâtiment 7, malgré toute la lutte, le don du bâtiment, toutes les poches d'argent gratuits qu'on est allé chercher. Donc, c'est clair pour nous que l'endettement, selon les termes actuels, donc les termes actuels des grands bailleurs de fonds en économie sociale, ça menace la viabilité puis l'accessibilité économique d'un projet comme ça, et puis qu'il faut revoir les modalités. Donc, est-ce que ça veut dire que pour notre phase 2 ou notre phase 3, on va dire, bien, on se passe de ces acteurs-là, puis on va être baveux, puis on va émettre pour 4 millions de dollars d'obligations communautaires en mettant en garantie notre bâtisse. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'il faut comme encore défricher pour aller chercher une plus grande autonomie? Ça, c'est vraiment la question de l'heure. Bon, c'est sûr qu'il y a eu un paquet de débrouilles comme pratique économique. Donc, pour diminuer les coûts, c'est ça. Puis parce que c'est dans notre philosophie, il y a eu de la récupération à n'en plus finir, du DIY, donc aussi du bénévolat énormément. Les portes, les fenêtres, les matériaux, le mobilier, des grandes corvées. On a même organisé notre propre chantier, une partie de notre propre chantier en s'inscrivant constructeur propriétaire. Et tout ça a demandé du temps plus, et en demande encore. Puis une question que je me pose peut-être plus individuellement, c'est est-ce que c'est la meilleure façon d'investir notre énergie versus d'aller lever notre 4 millions d'obligations communautaires, sachant que ça demande toujours de la coordination, du temps d'encadrement, puis de la cohérence dans tout ça. Finalement, ben, on veut faire un lieu qui répond aux besoins de tout le monde, en particulier pour ceux et celles de notre communauté qui sont les plus marginalisés et appauvris. Pour ça, il faut qu'il y ait de la gratuité. Or, le bâtiment 7 n'est pas un projet subventionné par l'État et puis, la majorité des usages, il faut payer, donc, pour pouvoir rentrer dans ces coûts-là. Néanmoins, on a trouvé des façons d'installer des lieux de gratuité. Bon, le frigo, des tournois à Press Start, à l'Arcade Jeunesse gratuit, la bibliothèque qu'on voit en haut en libre usage. Il y a de la solidarité entre projets. Par exemple, là, à l'épicerie Le Détour, on cuisine les invendus dans la cuisine des Sans-Tavernes. Ce n'est pas non plus tout le monde, tous les projets qui payent la même chose. Il y a une péréquation qu'on a établie entre nous pour que des projets plus fragiles comme l'arcade puissent être financés par des projets qui rapportent plus de sous. On fait de la recherche conjointe de financement, tout ça. Puis évidemment, éventuellement, c'est sûr qu'on ne veut pas s'arrêter à ça. C'est un lieu dans lequel on veut créer du cycle économique, dans lequel la production, la distribution, la consommation, en fait, s'articulent dans un tout cohérent. Mais on a encore quand même des croûtes à manger sur ce sujet. Pour arriver à ça, je pourrais pas, en fait, pour parler du bâtiment 7, on ne pourrait pas échapper à l'élément humain. On est toutes des personnes qui tenons ensemble parce qu'on a un grand cœur et de grandes visions, mais somme toute, être ensemble génère du conflit, génère de l'épuisement, génère toutes sortes de tensions, en fait. Puis ça, il faut adresser ça. Ce n'est pas une voie de contournement non plus d'échapper à l'être humain là, dans nos grandes visions. Donc, on a créé une instance qui s'appelle Nœuds et conflits. On est en train de mettre en place des cercles restaurateurs. On essaie de lutter activement contre le burn-out parce qu'on est rendu à notre 6e burn-out dans la bâtisse. Et puis ça suppose qu'il faut toujours porter une attention au vivre ensemble, toujours. Mon avant-dernière slide. Je pense que c'est important de souligner que si on ne veut pas juste se perdre dans les opérations d'un bâtiment, bien, il faut toujours garder active la lutte dans notre pratique.
Mais bon, dans des lieux pour tout le monde, en fait, dans des lieux qui se veulent ouverts pour tout le monde, se positionner sur des enjeux comme ça, en fait, surtout dans un quartier en gentrification, créer de la division, ça c'est sûr. Sur la gentrification, reconnaître notre rôle, parce qu'on est un agent d'embourgeoisement dans Pointe-Saint-Charles, mais aussi de se dégager du pouvoir d'action par rapport à ça. On a une muraille de condos là, qui va se construire prochainement. Donc là, on part en lutte contre ça, mais on est en train de se mettre à dos nos alliés traditionnels de l'arrondissement le Sud-Ouest pour ne pas les nommer. Mais ça, en fait, en se permettant de générer du conflit, mais on s'empêche de devenir un lieu strictement opérationnel, puis on tend toujours vers la réalisation de notre mission, qui en est une, somme toute, de transformation sociale. Et ça ne se fait pas sans heurte. Ma dernière question, je pense que ça s'adresse plus à vous pour sortir de la pointe, puis comment qu'on peut étendre, en fait, cette expérience-là ou d'autres expériences. Il y en a d'autres lieux d'autonomie, alors que toutes nos énergies sont concentrées sur le local, à tenir des expériences comme ça. Comment arriver à dégager du temps et de l'énergie pour créer des solidarités, en fait, pour que chaque quartier, chaque village ait sa fabrique d'autonomie collective et qu'on puisse en finir et sortir éventuellement du capitalisme. Je vous remercie. Merci, Judith. Bengi? Thank you. Okay. And I'm going to speak in English, and I apologize for that in advance. What I'm going to talk about won't be as concrete as Judith's, probably, but I'm going to talk about kind of economic democracy from an environmental perspective, and in particular, kind of drawing upon ecological economics and some of the ideas and debates and concepts that were developed within ecological economics that actually kind of demonstrate that democratization of economic decisions at various scales is not only desirable, but it's also necessary for the environment or for ecological sustainability. And many of these, before I start kind of discussing them, many of these ideas pertain or refer specifically to the market mechanism. The market mechanism as a way of making economic decisions. So kind of, I don't assume that everyone is an economist in the room, but actually markets are a way to make decisions as a society about how to allocate our resources. I mean, in the end, kind of market prices are held to be signaling us about what that society desires certain resources to be invested in and what kind of productive purposes it should be invested in. So most of the stuff that I'm going to talk about is a critique of that idea from an ecological perspective and why we cannot rely on markets to guide us as a society to decide where to kind of put our resources or how much of, for instance, environmental resources we're going to use. But I mean, I will also kind of at the end suggest that these ideas, kind of these core ideas from ecological economics can be extended to apply and to argue and to advocate for the democratization of decision-making, not only in relation to markets, but at various scales, including kind of the firm. So a few words on ecological economics. It's not environmental economics. It's a distinct and heterodox school of thought that's actually pretty different from the mainstream or the mainstream of economics. It's pretty critical of the mainstream kind of ideas. And the two kind of aspects of it that I'm going to highlight today is the first one is that ecological economics understand the economy as embedded and subject to the biophysical system. So it's not something that is outside of the biophysical system, biophysical nature, but it's embedded in it, which means that it is governed in part by biophysical processes and biophysical laws. The second kind of dimension that I'm going to mention is the idea of economic incommensurability, which is held to be kind of a pre-analytical foundational condition of all economic relations by ecological economists. So I'll start with the biophysical part. So one thing that kind of ecological economists have taken to be kind of a core
core argument, is that biophysical processes are marked with uncertainty, fundamental uncertainty, ignorance, and complexity, which means that we don't know what's going to happen. We don't know what the future of ecological systems will be. And furthermore, we don't know that we don't know. So we are very, very limited as humans in terms of knowing the ecological implications, and especially the future ecological implications of our economic decisions today. So we have to be pretty humble about that. The second kind of concept that comes through that biophysical understanding of the economy is the concept of interdependence, and that's kind of more, I think, intuitive. That what I do in terms of environment fundamentally constrains what you can do in terms of environment. We can think about as kind of any economic unit. How much of environmental resource I use basically determines how much of it you have. So this idea of interdependence comes from, again, a biophysical understanding of the economy. And what this means is that even markets function perfectly, even if there is no kind of market imperfections. Market prices will always kind of innately be incomplete in terms of guiding us, in terms of reflecting the ecological costs and benefits or ecological implications of what we do in our economies. So this is the first one, because of uncertainty and ignorance and complexity. The second one is that because market mechanism is an individual one, it depends on kind of individuals, people making decisions atomistically, it will never be able to take into account that interdependent kind of aspect of our decisions in relation to environment. So we won't be making, through markets, through market behavior, we don't really have a way of taking into account or actually even discovering what our actions imply for other people, basically. So this biophysical understanding of the economy leads kind of ecological economists to be pretty suspicious of the market mechanism to make decisions, especially in terms of environment. So kind of when we're trying to decide what to do with our environmental resources, it makes ecological economists to be pretty suspicious of relying on the prices of certain environmental goods and services, or the prices of, let's say, different energy options, renewable energy versus oil, for instance. So what they kind of instead propose is that decisions, especially regarding environment, should be made through deliberative, participatory, and democratic institutions. Because we have such incomplete knowledge about the implications of our actions, and because our actions imply different costs and benefits, and pretty unequal ones for other actors, other social actors, we need to construct these institutional spaces where these decisions are made by the participation of everyone that is potentially affected by these decisions, and that we, in a democratic and participatory way, weigh the risks and benefits of different options in regards to environment. So this is one kind of big, let's say, argument for democratization of economic decisions. The second idea that I think pretty much forgotten in ecological economics too, but I think it's time to revive that, is the idea of economic incommensurability, which means that and is a concept, which means that, let's say, prices or any other single measure, single indicator, will never be able to capture different values and different uses associated with a certain thing. So I'm going to try to explain that a bit more. So for instance, this notion is often operationalized by ecological economists in the form of value incommensurability. So the kind of incomparability of different values that people might attribute to the environment. So you might attribute some economic value to the environment, to any environmental good or service. When we're talking about a forest, it might benefit you in economic ways, so you can maybe put a price on that economic benefit. But there also, that
forest can be valuable for you in ways that can never be translated into a price. You might actually ethically and morally reject putting a price on those values. If that forest is sacred for you, there's no price that you can value, you can put on that sacredness. But more broadly, so this is the way that the idea of economic incommensurability is kind of used usually in ecological economics. But the idea, the core of the idea, goes back to the socialist calculation debate in 1930s and this economist whose name was Otto Neurath. And for Otto Neurath, the question was, can human well-being and the environmental conditions of human well-being be captured, be adequately captured through a market economy, through prices? So the price of a thing, can the price of a thing will ever be able to, philosophically, it's a philosophical question for him, reflect every cost and benefit that thing implies? And for Otto Neurath, the answer was a straight no. And he argued that a socialist economy should be measured in kind. So we should not rely on the market prices in a socialist economy, but rather, when we're trying to make decisions as a society between different options, between using our resources to alternative ends, we should not use prices, what the prices would be in two different alternative scenarios, but rather look at both kind of the economic costs and benefits of these two alternatives, but also use biophysical indicators to reflect the environmental costs and benefits of these alternatives, and also use social indicators. So we should have kind of different indicators that are not summed up in a price to kind of explain or to describe the different aspects of an economic decision. And then Otto Neurath also argued a democratic political process at a societal level, where the society or social actors would participate and compare the different aspects of this decision and come up with an answer. He didn't really specify. I mean, he kind of specified what kind of institutions could be, but he was also kind of writing in relation to the Bavarian Commune, which is a specific case. But this kind of idea of economic incommensurability also forms a strong basis for arguing for economic democracy. Again, specifically in relation to reliance on the markets in making decisions as a society on how to allocate our resources. So to sum up, this idea of kind of designing or like arguing for advocating deliberative democratic institutions of decision-making, especially to replace market mechanism, is strongly kind of there in ecological economics. So there's the scientific evidence is there, so to speak. But one kind of shortcoming, or one thing that's been lacking, is that these arguments are made in particular to criticize monetary valuations or imputing market prices for environmental goods and services in order to guide economies to make decisions about how much to use of our resources. But these arguments can be extended to basically apply to any kind of economic decision, not only those that are kind of specifically about how much of our oil reserves or how much of our coal reserves should be used. Because all economic decisions, whether like decisions we make through markets or decisions that are made about how much to invest, for instance, or where to invest within a firm, all economic decisions have environmental implications. So they will all be marked by, again, interdependence, complexity, fundamental ignorance, and economic incommensurability. So there is a strong case to be made to democratize decision-making, economic decision-making, an environmental case, to democratize economic decision-making across scales and in different contexts. So I guess my question at this point would be, how can we use these arguments, this kind of environmental case, in a politically meaningful way to push further or to kind of strengthen the case for economic democracy? It hasn't been done so far.
kind of the way that economic kind of justice and environment has been brought together has not been kind of going towards that way yet. So beyond kind of an empty notion of sustainability, or beyond kind of some notion of green investment, how can we use these arguments in concrete, in existing kind of examples, but also to push further for economic democratization? It's something I want to think through with you. Thank you. Thank you, Bengi. Isabelle? Merci. Alors, d'abord, je remercie très vivement les organisateurs de la Grande Transition pour leur invitation. Je suis très heureuse d'être ici, car vous l'entendez à mon accent. Je viens d'un pays, la France, où les élections européennes qui viennent d'avoir lieu ont conduit à la victoire l'extrême droite, ont conduit aussi à un affaiblissement historique la gauche, totalement désunie. Et je viens d'un pays où le mouvement des Gilets jaunes, dont vous avez peut-être entendu parler, mouvement complexe, hétérogène, mais grand soulèvement social depuis plus de 6 mois, a obtenu pour seule réponse une répression féroce des mutilés et des jugements expéditifs. Et nous vivons tous dans un monde où le capitalisme détruit de façon accélérée aujourd'hui la planète et les hommes. Alors comment échapper à cet étau qui asphyxie les luttes sociales, pourtant vives, qui vide de son sens le mot de démocratie? Comment réinventer une perspective politique fédérant tous les combats de notre siècle, celui des femmes, celui des personnes racisées, des jeunes, des chômeurs, des classes populaires, le combat pour une planète viable, pour l'égalité, pour le partage, pour des services publics, bref, pour une vie digne de ce nom, disons. Comment reconstruire une alternative sur les ruines du passé et du présent, mais surtout à partir de ce qui y fermente et de ce qui s'y cherche inlassablement. C'est le capitalisme qu'il est urgent de dépasser et d'abolir, mais il nous faut ancrer ce dépassement dans le présent, en évitant à la fois des projets déclamatoires et impuissants, mais aussi les solutions strictement locales, provisoires, sans force expansive. Et je n'ai évidemment pas de réponse à proposer, car elle ne peut être que collectivement construite. Mais en revanche, le thème de cette table ronde, démocratiser l'économie, me paraît une excellente formulation de ce problème, qui recoupe les questions du socialisme et du communisme, même si les mots n'ont pas exactement le même sens ici et d'où je viens, n'ont pas exactement la même histoire ou les mêmes connotations. Je crois que l'actualité de ces thématiques renaît, et c'est sur ces questions-là que je voudrais très rapidement faire quelques remarques. Penser et construire une vraie démocratie est une urgence aujourd'hui, en élargissant le sens du mot démocratie au-delà de ses formes parlementaires de plus en plus dévitalisées, mais à distance aussi de la croyance dans les vertus quasi miraculeuses de la démocratie directe, des expériences strictement locales ou de l'autonomie du social par rapport aux politiques. Alors les questions du travail, les questions de la production de ce point de vue sont les hauts lieux d'une réflexion stratégique renouvelée, les hauts lieux d'un élargissement de la démocratie à ce qui, par excellence, l'exclut, à savoir le monde de l'exploitation et de la domination. Comment repolitiser la question de la production et du travail? Comment dépasser des perspectives séduisantes, mais détacher les conditions de leur réalisation? Par exemple, une redistribution plus équitable des richesses, ou encore une approche qui serait strictement juridique des communs, ou encore les perspectives du salaire à vie, de l'extension de la gratuité, de la décroissance, etc. Comment réexplorer, en fait, dans toute son extension, la question économique? Ça suppose, je crois, de reconnecter les dimensions de la propriété et du travail, mais aussi celles de la valeur et de la richesse, en les reliant à ce qui est leur logique commune, à savoir le mode de production capitaliste en tant que système d'exploitation de classe, d'extorsion du surtravail, qui s'inscrit dans des rapports juridiques de propriété qui légitiment cet accaparement et qui permettent sa reproduction. Alors, à l'heure du renforcement de l'exploitation, à l'heure de la précarisation des salariés, à l'heure aussi où le management néolibéral détruit les collectifs de travail et toutes les solidarités, la démocratie concerne aussi et notamment l'organisation de la production et la répartition des richesses, mais aussi le contrôle de la vie sociale tout entière, la satisfaction des besoins individuels et collectifs, en même temps que la transformation radicale de notre rapport à la nature. Mais
Quel contrôle? Comment organiser ce contrôle? Il s'agit de rendre toute son actualité à la planification démocratique, compte tenu, mais aussi par-delà les formes coopératives locales qui demeurent par force prisonnières d'une logique capitaliste globale qui les enserre. Compte tenu également de l'échec, bien entendu, des versions autoritaires de cette planification au cours du XXe siècle, échec qui pèse lourdement aujourd'hui sur les termes de socialisme et de communisme, dont il est pourtant, je crois, impossible de se passer. Je crois aussi que Marx est de plus en plus nécessaire pour nous aider à poser dans tous ses aspects cette question de la production et de sa politisation et de sa démocratisation. Une des conditions est d'aborder ces analyses non pas comme une description de ce monde-ci et d'un autre monde possible, dont il nous aurait fourni une description clé en main, mais comme la saisie, ou la tentative de saisir des contradictions présentes afin d'y intervenir. Et en ce sens, Marx est toujours aussi actuel, mais tout aussi actuel qu'inactuel, puisqu'il s'agit bien sûr de réajuster en permanence son analyse à des circonstances qu'il n'a bien entendu pas connues. Un des mérites de son approche, donc en dépit de bien des idées reçues à son sujet, est de s'être employé à connecter transformation économique et sociale radicale et développement des individus. Je voudrais insister sur ce point car il me semble politiquement décisif aujourd'hui, à l'heure où les aspirations individuelles sont dévoyées par le néolibéralisme, mais où aussi elles contribuent à éloigner nombre de gens, nombre de jeunes notamment, de l'engagement politique ou syndical. Alors, une analyse des contradictions réelles est ici précieuse, et si c'est bien au niveau de la force de travail que s'exerce l'exploitation capitaliste et son cortège de domination, c'est à ce niveau aussi que se manifeste la résistance à une domination qui ne saurait être totale. En effet, si l'on suit Marx sur ce point, c'est la force de travail, nous dit-il, et non le travail que le capitaliste achète. Alors cette distinction n'est pas une question de mots, elle permet de comprendre que cette force de travail achetée, comme une marchandise, dit-il, n'est en réalité pas une marchandise. Cette force de travail, ce sont les hommes eux-mêmes. Nous avons été élevés, nous avons été éduqués, aimés comme des êtres humains, et non pas produits comme des marchandises. Et si la domination capitaliste vise à asservir effectivement intégralement l'activité sociale, à enrôler les individus comme des petits soldats de l'accumulation sans fin, à ramener la totalité du temps de vie, loisirs compris, à la valorisation du capital, ce cauchemar reste une fiction, reste une utopie du capitalisme, ou plutôt une dystopie. Et je crois que, de ce point de vue, certaines critiques de gauche, certaines critiques qui se focalisent sur le consumérisme ou sur le narcissisme montant, par leur côté trop schématique ou trop désespérant, font obstacle à cette saisie d'une réalité qui est en réalité bien plus complexe et plus contradictoire, réalité qui comporte des potentialités à la fois critiques et politiques. Et la tendance, de ce point de vue, à résister à l'exploitation est bien inhérente à la force de travail, parce que celle-ci n'est rien d'autre que l'individualité même des travailleurs et des salariés que nous sommes, avec toutes les dimensions de notre être, affective, intellectuelle, culturelle, etc. C'est pourquoi la question économique n'est pas un domaine à part, n'est pas un domaine technique, purement objectif, qui serait à politiser de l'extérieur en quelque sorte, au mieux, ou même à opposer à la politique, comme on le pense souvent, dans une logique finalement libérale, au sens du libéralisme économique. L'économie est toujours sociale et elle est toujours politique, ainsi que sa critique, une critique de l'économie politique, disait le vieux Marx. Et c'est cette dialectique, à la fois objective et subjective, donc il s'agit de réarmer théoriquement, concrètement, en partant des revendications immédiates, portant sur le salaire, sur les conditions de travail, sur la formation, sur la réduction du temps de travail, mais aussi sur la remise en cause de la séparation entre exécution, conception et gestion de la production. Et toutes ces luttes, et elles sont nombreuses, situées au cœur même du monde de la production capitaliste, esquissent non seulement le projet, mais aussi les voies et les moyens de son dépassement. Ciblant les politiques néolibérales qui parachèvent la tendance du capitalisme à régner sans partage sur le travail, ces résistances font ressurgir, explicitement ou pas d'ailleurs, les thématiques anciennes du contrôle ouvrier et de l'autogestion, visant la mise sur pied d'institutions démocratiques et élargissant la notion de citoyenneté à ses véritables dimensions, un autogouvernement des travailleurs. Alors, la vieille idée conseilliste peut retrouver de son actualité, à condition évidemment de parvenir à construire ses thèses en projets concrets aujourd'hui, à en populariser, à en relier la perspective anticapitaliste et éco-socialiste de façon crédible et mobilisatrice. Cette perspective, elle s'inscrit dans la longue histoire des conquêtes sociales, qui sont toujours aussi des luttes politiques,
qui s'inscrivent dans le droit, dans les institutions, tout en débordant en permanence leurs contours et leurs limites. Indissociable de la reproduction sociale, cette reconquête démocratique de l'économie, plus largement du travail, est inséparable des luttes féministes et antiracistes, mais aussi anti-impérialistes et antifascistes, et écologistes, bien sûr. Mais construire leur convergence est une tâche extraordinairement difficile aujourd'hui. Et nous avons besoin, je crois, de repenser les médiations, de repenser les transitions, au moins autant que les finalités, de les repenser ensemble. Bref, ces questions gigantesques sont devant nous, en même temps que ces mobilisations éparses et qui pourtant sont sans cesse renaissantes. Elles exigent une nouvelle façon de réfléchir qui cesse d'être surplombante, qui émane de l'intérieur même des combats collectifs, tout en s'attachant là encore à en excéder les limites, à viser une rupture radicale avec le capitalisme. Tout cela complique évidemment et renouvelle la question stratégique contemporaine à l'exact point de rencontre, je dirais, du conflit social tel qu'il est, et d'une politique émancipatrice, en grande partie à reconstruire, mais à reconstruire à partir de ce qui existe, donc des structures politiques, syndicales, associatives, des projets, une colère, pas toujours bonne conseillère évidemment, des luttes, une culture politique et militante. Le communisme et le socialisme, de ce point de vue-là, et surtout, je dirais, leur articulation, nomment plus que jamais ce défi à affronter, sans tarder en tout cas, face à la barbarie montante du capitalisme en crise. Et la question que je vous renvoie, c'est la question qu'on vient toutes d'aborder autour de cette table, c'est comment réarticuler ces dimensions locales et globales de l'alternative, comment éviter l'écartèlement entre des idéaux sans contenu d'un côté et puis des expériences éventuellement sans lendemain. Voilà, je vous remercie. Merci Isabelle. Simon. Bonjour tout le monde. Alors, merci, mesdames. Vraiment, la table est très bien mise et comme un des membres du Centre de recherche sur les innovations et les transformations sociales, ça me fait vraiment plaisir qu'on ait pu vous avoir avec nous. Je trouve que ce qu'on vient d'entendre dans les trois interventions nous parle de quelque chose qui est important à mes yeux, c'est la possibilité du faire ensemble, la possibilité de créer ensemble, qui se construit dans les trois interventions qu'on vient d'entendre, à l'inverse de la proposition libérale, hein, je parle du libéralisme politique et économique, de la proposition libérale qui nous dit en fait, et ce depuis bien longtemps, qu'il n'y a pas d'alternative, que le système économique que nous connaissons est la finalité à laquelle on doit s'accrocher, mais aussi, et c'est ce que j'aime particulièrement des précédentes interventions, elles s'inscrivent à l'inverse de ce que j'appellerais une obsession critique de la gauche, où notre concentration est faite à offrir, à juste titre, une critique du capitalisme, des autres systèmes d'oppression, sexisme, racisme, etc., colonialisme et tout. On a une très grande force dans notre capacité critique, mais je trouve que nous avons énormément de faiblesses en termes propositionnels, en termes de vision de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et j'ai aimé le fait qu'on s'inscrive justement à l'inverse de cette obsession critique qui, pour moi, je dois le dire, relève soit d'une certaine paresse, soit d'un certain confort dans lequel nous nous trouvons en ce moment à gauche. Parce que critiquer, c'est dans une certaine mesure se protéger. Critiquer les propositions des autres, pointer du doigt, c'est parler très peu de ce que nous, on pense. Et tandis que proposer, tandis que mettre quelque chose sur la table, c'est s'exposer. C'est être soumis à la potentielle critique des autres de cette idée, peut-être parfois de soi aussi. Et donc, j'ai tendance à croire que nous avons besoin d'aller davantage vers cette proposition, vers cette idée de comment nous pourrions faire ensemble. Je reprends quelques éléments des présentations qui viennent d'être faites dans le cas de la présentation de Judith Caillé sur ce qui se passe au bâtiment 7. Quand je vous dis, on a entendu des choses qui rendent le monde à venir possible. Le bâtiment 7, pour moi, est cet exemple continuellement renouvelé, toujours en danger, bien sûr, toujours à risque de tomber sur lui-même, de s'enfarger. Tout ça, c'est
C'est le propre de nos alternatives dans un monde qui nous est hostile, hein, forcément. Mais ici, des gens qui n'ont pas particulièrement de moyens, bien qu'il y ait 4 millions maintenant, bon, je saurai la prochaine fois que je fais des demandes de financement, mais néanmoins, une communauté qui s'est dit, on commence et on le fait, réussit à tenir un bar, une épicerie, des ateliers, à avoir et à instaurer des façons de fonctionner qui lui sont propres, à mettre en place une péréquation interne, à équilibrer tout ça. C'est un travail immense, mais ça se peut. C'est possible, on le fait. Et le bâtiment 7 est un exemple, mais autour du monde, ces alternatives ont fleuri dans les dernières années. Il y en a plein d'autres. À l'École d'innovation sociale, on en étudie plusieurs. Donc, on le sait que ça se peut, première chose. Deuxième chose, je reviens sur la présentation de Benguy. Il y a quelque chose, me semble-t-il, d'extrêmement intéressant qui se passe du côté de l'économie écologique où, pendant des décennies, on nous a dit, les économistes orthodoxes nous ont dit, l'économie, c'est indéterminé, c'est complexe, etc. Donc, toute votre idée de planifier les affaires, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est trop compliqué pour la planification. Observez le renversement que Benguy a opéré et qu'opère l'économie écologique, c'est celle de nous dire, en fait, non. C'est tellement compliqué qu'on a besoin d'y penser. On a besoin de penser par avance et de planifier. Ce n'est pas juste la critique classique marxiste de dire l'atomisme de chaque intervenant dans le marché rend impossible la planification, donc cause des crises. C'est plus que ça, c'est dire ces agents-là interviennent dans un espace qui rend nécessaire une planification démocratique. Et là, me semble-t-il qu'on est doté d'un nouvel argument, d'un argument important pour penser l'économie. Et là, la question du prix est une sérieuse question. Et la question des paiements en nature et des calculs en nature est aussi tout un défi. Mais on a là une réflexion très sérieuse à avoir. Quand est-ce qu'on l'a? Quand est-ce qu'on travaille sur ces questions-là? Trop peu souvent, à mon goût. Et je reviens sur la présentation d'Isabelle Garot. L'idée de penser notre stratégie vers le monde à bâtir à partir du lieu de la production et de nommer la planification démocratique comme l'alternative, évidemment, ça me fait extrêmement plaisir parce que je dois dire que j'ai l'impression que dans nos mouvements, à gauche au Québec du moins, et en lisant le très bon livre que je vous recommande d'Isabelle Garot sur communisme et stratégie, je me rends compte que c'est peut-être le cas aussi en France, l'alternative est un peu un tabou. Pas le souhait d'un autre monde. Ça, il n'y a pas de problème. Hein? Tout le monde souhaite qu'on dépasse le capitalisme et tout ça, ça va bien. Mais essayer de la penser, de la réfléchir, de la travailler au corps, d'en discuter, d'en débattre, je pense effectivement que l'URSS, le spectre du socialisme réellement existant, hante notre mouvement et surtout la réaction au socialisme réellement existant, c'est-à-dire un antitotalitarisme simpliste, si je pourrais dire, parce que, bon, personne ici, évidemment, est pro-totalitarisme, mais il y a cette logique que l'utopie serait le goulag, donc, en conséquence, on ne peut pas penser le système à venir. Donc, on reste soit sur des pétitions de principe, en disant « on veut une société plus égalitaire », non pas vrai, ah oui, on veut avoir l'équité entre tout le monde, un système qui n'exploite pas les gens. Bien, ça, c'est fort bien, on est tous d'accord. Donc, on reste ou bien dans les grands principes ou on tombe dans le court-termisme. On veut avoir telle mesure précise qu'on va aller chercher. Je suis tout récemment sorti d'une organisation politique, de la direction d'une organisation politique, dont il était question dans le précédent panel. Et ce court-termisme, on est forcé de le vivre. Puis je ne dis pas que c'est mauvais, là. Il faut bien s'occuper de ce qui se passe en ce moment, c'est tout à fait convenable. Mais on est incapable, collectivement, de dire qu'est-ce qu'on propose à la place du capitalisme. C'est quoi notre idée? Et le jour où il y aura 2, 3, 100 B7, là, ils vont travailler comment ensemble, les 2, 3, 100 bâtiments 7?
Déjà que c'est compliqué de travailler à l'intérieur d'une organisation de ce type-là et de la faire survivre, quand il y en aura des centaines, on va se coordonner comment? Ces questions-là, on n'y répond pas. Je pense qu'on a des modèles qui ont été développés qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas idéaux et qui ne sont surtout pas à prendre ni comme un dogme, ni comme des bibles. Je pense bien sûr aux travaux de Cornelius Castoriadis, à ceux de Murray Bookchin, à ceux de Michael Albert, Robin Hanold, à ceux de Pat Devine, Fikret Adaman. Il y a plein de gens qui ont essayé de travailler là-dessus. Plutôt de façon solitaire, souvent, des gens qu'on connaît mal au Québec, qu'on connaît très mal en général. Mais il me semble que nous avons là quelques idées de base à partir desquelles on pourrait ouvrir des discussions. Et malheureusement, on a comme réflexe souvent de se dire, bon, bien, si on ouvre ces discussions-là, on y va toujours un peu trop tôt. Hein? Et ça, c'est dans la littérature marxiste et la littérature de gauche et de la théorie critique depuis des années. C'est que, en fait, le mouvement va lui-même construire l'alternative. Hein? On va le laisser faire, puis il va construire son alternative tout seul. Ce spontanéisme de l'alternative me semble absolument malvenu. Il faut bien partir de quelque chose pour penser, et je pense qu'on a intégré complètement le poison de la pensée antitotalitaire simpliste dont je vous parlais, qui fait équivaloir proposer et imposer. Proposer des alternatives, dire on pourrait peut-être fonctionner comme ça, c'est pas dire on est obligé de le faire et de donner les fameux livres de recettes socialistes avant même que les cuisines ne soient construites. Non. J'ai tendance à croire que, en fait, l'alternative que nous devons proposer, elle vit à l'intérieur du débat. En théorie, là, je sais que tout le monde va être d'accord qu'il faut en bâtir une, mais ce que je remarque, c'est qu'on a tôt fait d'y mettre toujours nos conditions ou de critiquer les alternatives qui sont avancées sans les travailler, sans tenter de les améliorer ou, généralement, sans même les lire. On dit quelque chose comme « je veux bien d'une alternative, oui, mais celle-ci n'est pas assez ceci ou cela. Oui, mais il faudrait laisser faire les mouvements qui vont venir, puis un jour, on aura une proposition. Oui, mais je n'ai pas le temps de me lancer dans un travail de détail, puis de me lancer là-dedans. L'alternative, bref, je l'aime bien, oui, mais. » Eh bien, moi, ce « oui, mais » me rend malade. Mon invitation est d'en sortir complètement, que ceux et celles qui pensent urgent de faire une alternative se rassemblent, qu'on travaille ensemble d'arrache-pied pour comprendre celles qui ont existé. Il y en a eu d'autres systèmes que le capitalisme, qui n'étaient pas très intéressants souvent, mais néanmoins, il y avait plein de choses intéressantes, notamment, je pense à l'expérience yougoslave, qui peut nous amener quelques enseignements. Celles qui ont été écrites et non réalisées, et les micro-expériences pratiques qui pullulent en ce moment, et qui peuvent nous apprendre énormément de choses. Donc, on en propose des solutions, des idées, des façons de faire, qu'on débatte, qu'on se chicane, que 100 écoles rivalisent, comme disait l'autre, qu'on fasse vivre donc ces idées. Pas pour arriver à une grande proposition unique, uniforme, qui répondrait à tout le monde, mais pour qu'on rende vivante l'idée qu'on peut le faire, qu'on est capable de faire quelque chose ensemble. Car l'alternative, comme je vous disais, ne vit pas au moment où elle a atteint son objectif et qu'elle est une genre de citadelle parfaite et un construit intellectuel grandiose. Elle vit à partir du moment où on en débat, où on en discute, où on a des réflexions en commun sur cette question et où donc elle peut commencer à faire rêver parce qu'elle devient aussi un élément stratégique. Proposer, dans la situation actuelle, fait partie, à mon avis, de la stratégie qu'on doit avoir, où on dit, oui, on n'est pas les seuls à penser à qu'est-ce qui peut se passer après le capitalisme, et surtout, on ne pense pas aux vieux, on ne pense pas aux vieux modèles, parce qu'on a ce poids-là sur nos épaules. On a, malgré nous, le poids du fait que des gens ont mis en place des systèmes, et ça n'a pas marché. Et ça a plus que pas marché, ça a été un cauchemar. Donc, on a la responsabilité de dire, non seulement ce n'est pas ça qu'on propose, ça on s'évertue à le dire depuis à peu près 50 ans, mais en plus, on a la responsabilité de dire, c'est pas ça, c'est autre chose qu'on propose, puis on pense que ça marcherait de même.
Parce que sinon, les gens vont nous dire, ben, oui, on le sait bien ce que vous voulez. Vous nous dites que ça va être formidable et que ça va être parfait, mais en fait, ce que vous nous proposez, c'est le retour des systèmes totalitaires. Ma question pour vous est donc, selon vous, à quoi devrait ressembler et à quoi pourrait ressembler un système économique, un système social et politique de la société à venir? Merci beaucoup. Bon, eh bien, vous avez des petites questions sur la table. Les micros sont là. Moi, je ne les vois pas, mais en tout cas, il y en a un à gauche et un à droite. Je vous rappelle qu'effectivement, si vous voulez bien faire micro-femme à ma droite, micro-homme à ma gauche, moi, ça va m'aider pour ne pas me mélanger dans l'alternance. On a donc 4 questions qui vous ont été lancées, dont 2 qui se rejoignent sur comment articuler les alternatives qu'on développe sur le plan local avec, pour les penser, les articuler ensemble et les... enfin, puis ça recoupe la question que vient juste de poser Simon, comment est-ce qu'on va faire pour la suite? Benguy nous invite à s'appuyer sur les propositions de l'écologie économique pour avancer, dépasser les idées qu'on a sur bon, la décroissance ou je pense avant. Là. Fait que, en tout cas, pour dépasser les propositions sur lesquelles on bute en ce moment, je vous cède la parole. Je vois que des gens sont prêts maintenant. Je peux commencer ici, à ma gauche. Bonjour, Hélène Dubé. J'ai été Québec solidaire aux dernières élections. J'ai vraiment aimé les 4 interventions, les 5 interventions, je devrais dire. La première chose qui m'a frappée, c'est Judith qui parlait de leur groupe et est-ce qu'on peut fonctionner à 200 personnes. J'aimerais ça. Moi, je ne suis pas politologue ou quoi que ce soit. Je suis permaculteur. On va appeler ça comme ça, mon étiquette. Et ce que je fais, c'est que j'observe la nature et j'observe les systèmes humains et je veux me baser là-dessus pour créer une société qui serait humaine. L'humain est un animal, comme une abeille, une fourmi, un chien, un chat, et chaque être vivant a une unité de fonctionnement de base propre à sa nature. Les abeilles vivent en grosse communauté, les fourmis encore plus, les coyotes ils vivent pas mal tout seuls, chacun de leur côté. Les humains, leur unité de base, c'est 150 à 200 personnes. Alors, je trouve ça fascinant que le bâtiment 7 soit justement regroupé comme un regroupement de 200 personnes. Et pour aller dans la direction de Simon, qui demande comment on coordonne tout ça, eh bien, les abeilles, entre différents essaims et ruches, ne se coordonnent pas. Elles communiquent, mais elles ne font pas des prises de décision à l'extérieur de leur propre groupe. Chaque groupe est autonome, fait ses choses, échange entre différents groupes lorsqu'il y a des besoins. Les arbres font ça entre eux, s'avertissent du danger, sont interreliés par toutes sortes de réseaux. Nous, on a l'Internet, on a les téléphones, on a toutes sortes de choses. Je suggère de revenir à l'unité de base des systèmes humains et de faire confiance à justement ce mode de fonctionnement-là qui nous est intrinsèque et il va falloir dépasser notre conditionnement de compétition entre les groupes. Il n'y en a pas de la compétition entre les groupes. On est des groupes autonomes qui prenons des décisions et c'est de la coopération. Ce n'est pas de la compétition, le mode de fonctionnement des humains. Merci. Merci. Bonjour. Juste avant de commencer, j'aimerais mentionner que je suis très fébrile de parler en ce moment, donc s'il vous plaît, soyez indulgents si je mange mes mots ou si je bégaye, parce que je me sens très novice, en fait, de venir parler sur une telle thématique devant des gens qui peut-être sont un petit peu plus professionnels que moi. Mais bon, j'y vais parce que ça m'interpelle beaucoup.
En fait, pour répondre à la question de Simon, puis aussi pour aller un petit peu dans la même lignée que la personne qui vient de parler, pour moi, c'est nécessaire de sortir du capitalisme et je pense, en fait, que tout le monde est d'accord ici parce que, je dirais, le thème principal de la fin de semaine, c'est de préparer la société après le capitalisme. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on veut. On le sait que c'est ce vers quoi on s'en va. Puis, je pense que c'est nécessaire qu'on soit autonome présentement par rapport au capitalisme pour ne plus y participer. Donc, je pense que oui, on critique beaucoup ce système, on critique beaucoup ce dans quoi on est présentement, mais je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est de sortir de ça, de ne plus y participer et de cette manière, le faire basculer, en fait. Et de toute façon, il va basculer d'une manière ou d'une autre avec la crise environnementale qui s'en vient. Donc, autant bien le faire par nous-mêmes maintenant et y être prêt. Donc, peu importe comment on repense ou on essaie de repenser l'économie dans la structure actuelle, donc peu importe comment on essaie de se dire « Ah, le capitalisme en ce moment, c'est de la merde, comme on va dire ça de même, c'est de la merde, puis on veut le modifier, on veut changer ça. » Mais je pense que peu importe comment on le change, il reste le capitalisme. Donc, je pense que ce qu'on doit faire, c'est juste de se sortir de cette structure-là parce qu'elle reste une structure, peu importe comment on la remanie et on la repense. Puis, en fait, je trouve ça m'indigne un petit peu parce que, en fait, c'est le thème de la fin de semaine, de préparer la société après le capitalisme. Je veux dire, on est tous conscients que ce capitalisme-là, il va cracher, puis qu'il faut comme l'abattre, puis le défaire, le déconstruire. Puis c'est seulement au dernier panel qu'on est en train de penser et de re-questionner, en fait, l'économie, puis notre modèle de vie. Puis je pense que, en fait, c'est ça qui est essentiel, c'est ça qu'on doit tous faire, de vivre en communauté, d'être éco-responsable, d'être autosuffisant. Puis dans ces communautés-là, être entièrement indépendant de ce capitalisme-là, puis dans le fond, de se baser sur nos propres savoirs et travailler sur le partage de ces savoirs-là avec les autres humains et par rapport aussi à l'échange de nos biens, à l'échange des services qu'on peut octroyer aux autres, qu'on peut donner, puis aussi peut-être travailler comme un peu une monnaie locale, si on veut, avec ce service-là, puis de créer une économie circulaire, si on veut. Puis je pense que c'est de cette manière-là qu'on va réussir à dépasser le capitalisme, en fait, si on réussit à s'en détacher puis ne plus être dépendant. Parce qu'en étant dépendant d'une quelconque manière, on le fait rouler, puis il va pas se défaire, il va pas se déconstruire si on est encore attaché de quelconque façon que ce soit à lui. Merci. Voilà. À ma gauche, si vous voulez bien vous nommer aussi avant vos interventions. Oui, Guillaume Mazir. Ça va être court, un petit peu trop direct aussi. Ce que j'ai entendu depuis le début, c'est il faudrait faire. Pourquoi on ne le fait pas? Merci Simon, c'est super pertinent. Et ce que j'ai juste envie de dire, c'est la grande transition, la prochaine année ou très bientôt, on se fait des ateliers comme on a fait hier midi et on fait que ça. On parle entre nous, on construit cette alternative-là. Faisons-le, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Gabriel Mangiano. Je m'implique dans beaucoup de mouvements environnementaux, équitaires, j'ai milité pendant plusieurs années contre un allergique et tout ça. Puis la question de Simon Tremblay-Villepin, c'est aussi quoi l'alternative au capitalisme? C'est quoi le nouveau système qu'on pourrait construire ou proposer? Mais c'est une question que je me pose depuis plusieurs années. Puis souvent, quand j'allais dans les mouvements comme anticapitalistes ou anarchistes ou whatever, ben oui, on était très, très bon pour critiquer le capitalisme, dire comment il ne marchait pas. Mais quand je demandais, oui, mais c'est quoi l'alternative? Comment qu'on pourrait vivre d'une autre manière? Ah ben là, j'entendais une mouche voler. C'est comme si on n'en parlait pas, on n'en discutait pas, mais il faut en discuter, parce que normalement, il faut trouver une certaine alternative qui ne va pas causer les déboires qu'il y a eu avant. T'sais. Puis, moi, je dis qu'à date, moi, je vais proposer un début de piste de solution, même si c'est assez vague, mais
par exemple, il y a déjà des librairies qui fonctionnaient sous forme de dons. Les gens apportaient leurs livres, qui avaient déjà lu ou qui n'avaient plus de besoin, et les gens pouvaient en prendre librement. Et ça fonctionnait tout le temps sous forme de dons. Donc, ou sinon, les espèces de soupes populaires gratuites, où on prend, je ne sais pas moi, des fruits ou des légumes trop moches jetés par les épiciers parce qu'ils ne sont pas assez beaux, puis on le distribue gratuitement aux gens, aux plus démunis. Bien, ça peut commencer un peu de même. C'est ça, mais moi, c'est mon début de piste de séduction, puis je verrai ce que les autres ont à proposer. Merci. Yeah, Inga Solti from Germany. First of all, I want to thank the panel for all the contributions and also organizing this, and that it's possible that Québec Solidaire is in a position where we actually can be holding those debates, about how we can actually develop a post-capitalist society and an eco-socialist transition. But I would like to, it's a question for everyone, to maybe speak more concretely about some of the experiences that the left has had historically, what can be rehabilitated, what worked, what didn't work. For instance, what were the limits of West German co-determination, what were the limits or potential achievements also of the new economic system in East Germany as an approach to essentially deal with the problems of a planned command economy. But not just looking backwards, but also looking towards some of the approaches that are already being discussed or that kind of did not have the potential to be realized. For instance, Swedish pension fund socialism as a way, to democratize private property and at the same time use, give potentials for risk capital, right? As a slow transition towards workers owning their own factories. Something else, you mentioned the Yugoslav experience. I'd be very happy to hear what you think could be used from that. Came out of the West German left, on the reform alternative. I'm not sure whether they are well known here, and it would be useful maybe even to collect all of the efforts that came out after 1989, trying to deal with some of the historic problems of the planned economy. Maybe also you could address Eric Olin Wright's approach of how to transition towards an eco-socialist society, and maybe some of you also know what we at the Institute for Critical Social Analysis in Berlin are doing on futuring and social ecological transition programs, or anything that leaps to mind in terms of what exists with regard to those democratizing of the economy programs. Thank you. Merci. Je vous amène un peu ailleurs, mais peut-être pas tout à fait. On parle depuis ce matin, puis depuis le début du panel, de rupture avec le capitalisme, puis de rupture avec le système d'exploitation actuel. Et pourtant, on ne parle pas des premières victimes, ou parmi les premières victimes, c'est-à-dire les animaux, dont l'exploitation incarne le summum de ce qui cloche dans le système économique actuel. Puis Simon parlait de propositions, d'alternatives. Puis il y a des mouvements aujourd'hui qui proposent de mettre fin à l'industrie de production de la viande, qui est une des industries les plus polluantes. Alors comment ça se fait que cette alternative qui est structurante, qui est concrète en ce moment, ne soit pas davantage centrale dans notre réflexion sur cette fameuse sortie du capitalisme? Et pour reprendre l'expression que Simon a utilisée, pourquoi on continue de dire « oui, mais ». Voilà. Merci. Pierre, oui. Allô, oui. Alors, c'est Pierre Baudet. Merci, c'était vraiment passionnant. Merci à Simon de nous avoir proposé une job de 22 ans avec je ne sais pas combien de centaines d'heures. C'est une très bonne idée. Je pense qu'il faut faire effectivement un méga chantier sur ces questions-là. Il y a beaucoup de choses. Alors, j'ai l'air à me contredire, mais je trouve qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas mis sur la table. En plus de tout ce qui a été mis, qui sont passionnants. Vous le savez, une grande partie de l'économie capitaliste réellement existante, c'est une économie de la guerre. De la guerre contre les gens, de la guerre contre la nature, de la guerre. Et nous, on travaille là-dedans.
il y a 50 000 personnes à Montréal qui travaillent dans l'industrie aéronautique. Des bons gens, là, des gens qui travaillent dur, n'est-ce pas, qui sont syndiqués, qui font des luttes, etc. Une grande partie de cette production-là, ça sert directement, même pas indirectement, directement à la guerre. La guerre contre les gens, contre le tiers-monde, et ainsi de suite. Il y a une autre partie de l'économie qui ne sert pas directement à la guerre, mais indirectement, oui. On pense, par exemple, à l'industrie du transport, avec tout le cycle, n'est-ce pas, économique, écologique, destructeur. Et finalement, il y a une autre partie de l'économie qui nous semble presque naturelle. Ici, au Québec, on sait très bien que Hydro-Québec, c'est le joyau de la couronne, n'est-ce pas? On tient à ça. Puis on a raison. On ne veut pas privatiser, puis on ne veut pas... Hein. Une fois dit ça, une bonne partie de la technologie, de l'ingénierie, de tout le système de pensée de l'Hydro-Québec, gros barrage, destruction, etc., etc. Alors, à travers tout ça, il va falloir travailler là-dessus. Il y en a qui ont déjà fait ça. Je sais que, par exemple, la CSN avait travaillé à Valleyfield dans une grande industrie d'armement, comment ça s'appelait à l'époque, Expro, pour reconvertir. Là, c'était dur. Il y avait 3000 personnes qui travaillaient là, n'est-ce pas? Puis qui avaient des bons salaires. Tu leur disais pas, ah, ben on va fermer la shop. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire économiquement, technologiquement et dans un processus de transformation pour reconvertir ça? Alors, il me semble que quand on va se présenter en 2022 à Québec solidaire, il va falloir avoir une vaste gamme de réponses. On veut la transformer, l'économie. Oui, 200 bâtiments 7, mais les gens de Bombardier, les gens qui produisent des autos, des camions, les gens qui produisent, qui sont à l'Hydro-Québec. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour protéger des emplois puis créer des valeurs qui vont véritablement enrichir notre société et pas seulement faire fonctionner le circuit morbide de la production et de la guerre? Toi, t'animais ce matin, oui. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste du temps peut-être pour 2 dernières interventions avant de donner la parole une dernière fois à nos panélistes et de conclure. Fait que je prendrai une dernière intervention à droite puis une dernière intervention à gauche. Je suis désolée pour les gens qui n'auront pas eu le temps de parler, mais je sais qu'il y a potentiellement de la bière ensuite, fait qu'on aura l'occasion de continuer. Donc oui, merci. Oui, bonjour. En fait, moi, je considère que c'est clair qu'on doit agir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut agir maintenant. Mais malheureusement, ce que je vois dans la salle, c'est pas beaucoup de monde. Et puis, si on a élu un gouvernement caquiste, c'est vraiment la preuve qu'on n'est pas prêt à ce changement-là, même si nous, personnellement, on l'est, puis qu'on est prêt à agir demain matin. Ça, c'est bien, mais comment aller chercher tout le reste de la population qui va nous baquer là-dedans? Parce que c'est vraiment avec cette aide, tu sais, on peut le faire nous-mêmes, aller construire des écovillages, être autonome, mais sans l'aide de tout le reste de la population qui n'est pas là aujourd'hui pour écouter ces beaux messages. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est mission impossible. Donc, je pense que la vraie solution, c'est, je pense que quelqu'un l'a dit plus tôt dans un panel, c'est créer des espaces de formation parce que vraiment, il y a un manque, en quelque part, au niveau de la population, de ces notions-là de résilience et puis d'économie écologiste et tout ça. Donc, vraiment, c'est ma question, comment aller chercher ces personnes-là parce qu'on a besoin d'eux. On ne peut pas aller faire ça nous-mêmes. On a besoin de tout le monde qu'on peut aller chercher. Merci. Dernière intervention ici à ma gauche, merci. Salut, Frédéric. Je vais être bref, j'ai 3 questions. À partir du moment où on parle de planification, on se rend vite compte qu'on ne peut pas tout planifier. Donc, à partir de ce moment-là, quelle place qu'on accorde au marché? Est-ce qu'on met les besoins de base dans les marchés puis on planifie le reste? L'inverse, comment qu'on distribue la planification économique? Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, sur un auteur d'idée, peut-être plus en réaction à la présentation de Benguy, si le prix nous envoie des informations partielles de la réalité sociale dans une perspective écologique, comment penser les formes d'éco-fiscalité
qui sont mises sur la table actuellement, est-ce que ça peut être des mesures transitoires intéressantes? Est-ce que c'est des pièges intrinsèques à éviter? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que l'économie écologique en dit? Qu'est-ce que tu as à répondre à ces mesures-là? Dans un troisième temps, la démocratie comme pour remplacer le marché en termes de, disons, institutions décisionnelles ou pour l'allocation des ressources. Mettons que la démocratie décide d'investir dans le pétrole. Mettons qu'à la gang, on prend des décisions qui sont socialement condamnables. Ce serait quoi les mécanismes qu'on aurait pour pallier des décisions disons, qu'on pourrait dire qui sont indésirables, désirables, sur quelle base? Est-ce qu'il y a une espèce de ligne rouge morale ou non à maintenir? Merci. Merci. Merci à tout le monde. Un dernier tour de parole pour nos 4 panélistes avant de conclure. Dans l'ordre que vous le souhaitez, est-ce que quelqu'un a envie de sauter? Tu as l'air prête, Bengi. Okay. I will jump. Sorry, again, it will be in English. Bunch of things. I'll just start with the last one about ecofiscality because it seems to be the most straightforward one, or kind of. One way to think about it would be to use biophysical indicators rather than monetary indicators, right? Like we have the GDP accounts, we have the national accounts, like show like inflation and like employment and whatever GDP. And then to accompany it, we use directly biophysical indicators of the resource availabilities, or kind of just kind of in terms of volume or in terms of kind of weight. We kind of produce these accounts of resource availability. And then we make decisions or we construct institutions about what to do with it. So I think like we don't have to rely, and it's being done in different places to use kind of these direct biophysical indicators. Another implication of it would be to kind of move towards maybe kind of say, okay, this is the amount of oil that we're going to use as this nation state, or this is the amount of timber we're going to extract, or this is the amount of water we're going to use, and then think about maybe plan democratically how to allocate that kind of that capped amount of resource. So there are different ways, mostly depending on, again, kind of biophysical direct indicators, direct measures of resource availability, rather than resorting to kind of prices to kind of signal their availability or kind of scarcity. In terms of, okay, a few other things, I'm going to try to be quick, although they weren't necessarily about ecological economics. I do kind of have an interest, and I work on kind of economic democracy in more general terms. I think the question of kind of deconstructing or dismantling capitalism, I mean, this, like, I've heard it a lot kind of in the questions and comments, and I think it's an important one, but it's becoming kind of like how? Like what do we mean by deconstructing, or what do we mean by dismantling? And it's something that we keep repeating, and I think it's kind of, yeah, it's a part of our critique of capitalism, and like the point we stop before proposing alternatives. We need to deconstruct and dismantle before, or in order to, or like that's where we stop basically. And I think alternatives do deconstruct and dismantle. I mean, that's the way to do it. It's not that we first like dismantle this system and then like put together another one. And I think it should start from, and I mean, I make it as a speculative proposition, obviously, but I think it also pertains to the last question, how do we get people like on board? How do we reach out to everyone? It should start from strategically constructing alternatives in ways that will speak to the real needs of people. So if we cannot decouple people from capitalism or the market or the state, for that matter, in terms of how, like, providing for their livelihoods or like their energy needs or their healthcare or the financial system, if we cannot put meaningful alternatives in these places, I mean, not for their coffee, like actually for like everyday needs, we won't be able to dismantle, I think, and we won't be able to get people on board. I think the question of articulation between different alternatives is important, because although we might not want to think about how to coordinate 200 people, if you're a cooperative that is competing with capitalist firms in a capitalist market, you will have to think about efficiency even if you don't want to.
So we have to kind of find ways to articulate different exchange systems around different production systems and different distribution systems if we want to keep these alternatives a bit more insulated or protected from, because they will be attacked, not by only the market, they will be attacked by states too, which brings me to why we should study left past experiences more closely, not only in terms of how they worked and if they worked, but also how they've been attacked politically. And not because they were economically not working, but they will be attacked politically. So we need to not be naive about this, and we need to find political strategies to fight this, which brings me to the war economy. A lot of the war economy worldwide is now being used to bomb out one of the most interesting examples of an alternative, Rojava. So I think this gives us a lesson. I mean, no one is going to leave us play our alternative game kind of untouched. So we need to smart up. Thank you. Merci. Rapidement, Judith, t'es prête? Vas-y. Plongeons, puisque c'est de ça qu'on parle. J'ai pas participé à tout l'événement de la grande transition, mais je comprends que la question de Simon, elle est résonnée dans le cœur de plusieurs personnes, dont même le sentiment de dire, mais pourquoi qu'au terme de toute une fin de semaine, on arrive seulement maintenant à cette question-là? Je pense que le fait que ça l'ait résonné autant explique probablement à quel point cette question-là, elle est pertinente et pas facile à résoudre. Puis qu'on peut avoir de la bienveillance pour nous, en fait, là-dedans, dans le fait qu'on n'arrive pas à l'articuler avec des recettes magiques, parce que c'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelque chose d'éminemment complexe qui traverse nos vies, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, pour moi, ça se pose quand même, ça me génère une contradiction avec le fait qu'au bâtiment 7, on se répète souvent qu'en fait, c'est extrêmement simple ce dont on a besoin. C'est éminemment simple de penser que ce qu'on a besoin, c'est de créer des solidarités locales, prendre soin de nous, répondre à nos besoins qui sont extrêmement simples au bout du compte. On parle de manger, on parle de gérer notre environnement dans lequel on est, avec tout ce qui vient avec notre activité. Ça vient avec le fait de prendre soin de nos générations, de notre santé, d'apprendre à générer du lien, de faire circuler, de produire ce qu'on a de besoin. Puis pour moi, ça, c'est d'une simplicité désarmante. Et on a le moyen de le faire collectivement et on est rendu à le faire collectivement. Pour ça, je suis d'accord, M. Baudet, que ça ne résout pas la question de l'hydroélectricité, puis du transport, puis de l'industrie de la guerre, mais pour moi, la question du bâtiment 7 ouvre la question de l'autonomie, et l'autonomie, c'est quelque chose qu'on peut étendre dans toutes les sphères d'activité qui nous occupent. Je ne pense pas qu'on est capable de... J'ai beaucoup aimé l'exemple de l'essaimage, en fait, là, des ruches, puis de la communauté de 200, puis du fait que, en fait, elles ne se coordonnent pas entre elles, les ruches. Ce qu'elles font, c'est qu'elles communiquent. Je ne pense pas qu'on va arriver avec un métasystème demain dans lequel que toutes ces questions-là vont être résolues, mais on a définitivement du pouvoir à prendre pied sur nos territoires, dans nos collectivités, et d'étendre notre pouvoir, notre autonomie parmi celles-ci. Puis je vous invite vraiment grandement à le faire chez vous. Merci. D'abord, merci à tout le monde. Moi, ça me fait beaucoup de bien de parler de ces choses-là avec vous. D'abord parce que, je vous l'ai dit, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ensuite, parce que souvent, quand on en parle, on a très, très peu de temps. Et pourtant, les questions qui sont soulevées nous demanderaient énormément, Pierre l'évoquait, nous demanderaient énormément de travail et de temps. Je voulais profiter de l'occasion, non pas pour commenter, comme notre camarade allemand nous l'invitait à le faire, l'ensemble des systèmes ayant existé ou existants alternatifs au capitalisme, mais vous poser comme juste un petit appetizer, une petite introduction à ce que pourraient être les questions qu'on peut se poser, parmi d'autres. Mais Bengi l'a évoqué, la question des prix, à mon avis, est essentielle. Il y a, oui, l'option de dire on va calculer tout en nature, puis on va partir de ça. Ça va poser un certain nombre de problèmes en capacité de calcul. Il y a aussi la question qui a été amenée des coûts sociaux, c'est-à-dire entre les prix
et le calcul en nature, est-ce qu'on est capable de déterminer disons, un montant ou un échangeur universel qui nous permet de compter combien ça nous coûte produire quelque chose sans que ce soit un prix soumis à l'offre et à la demande? Vous voyez la différence entre les deux. Il y a des options à réfléchir de ce côté-là. Ça, c'est une première question. Deuxième question, elle a été soulevée, la différence entre les besoins et les désirs. Notre société ne fait pas de différence entre les deux. En fait, on met un certain quantum d'argent sur ou des besoins ou des désirs, et c'est la quantité d'argent qu'on met sur ceci qui a un impact sur le marché ou pas. Mais est-ce qu'on ne devrait pas différencier dans notre économie ce qui relève des besoins et ce qui relève d'autres choses que des besoins? Là, je dis désir, on pourrait trouver d'autres mots. Donc, deuxième question. Troisième question. Comment on rémunère l'effort qui est fait au sein de notre société? Est-ce qu'il y a une réponse? Marx avait une réponse, hein? Espérait que sur toutes les bannières soit écrit de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres façons de rémunérer? Est-ce qu'on a la capacité d'aller tout de suite à cet état-là, qui serait peut-être le communisme, ou en tout cas qui a déjà été présenté comme tel? Est-ce qu'entre deux, il faut trouver d'autres modes de rémunération? Si oui, comment? Donc, troisième question. Dernière question, la question de l'allocation. À mon avis, la question la plus compliquée à gérer. Comment est-ce qu'on alloue les bonnes ressources aux bons endroits pour répondre à nos besoins? Est-ce qu'on le fait de façon volontaire et politique? Est-ce qu'on s'assoit tout le monde puis on dit ça, on va le mettre là, lui, on va le mettre là et tout ça? Quand il y a beaucoup, beaucoup de ressources, ça peut devenir rapidement assez complexe. Est-ce qu'on le fait d'une façon qui n'est pas volontaire ou pas politique? Alors là, on retombe de plus en plus vers le marché. Comment on trouve l'équilibre entre ces deux-là? J'ouvre juste les questions sur lesquelles ces réflexions-là peuvent nous arriver. Et là, je dirais, oui, aller regarder ce qui s'est fait dans le passé serait extrêmement intéressant. Serait une des parties, mais il ne faut pas juste faire ça. Il ne faut pas devenir les exégèses des modèles passés, là. Il faudrait avoir la capacité d'avoir de la création, de l'innovation, une capacité de penser la société de demain et d'entrer dans ces débats qui sont déjà en cours, en fait, qui sont en cours depuis les années 20 sur la question du calcul économique, sur la question de notre capacité à mettre en place des systèmes différents que le capitalisme. Il me semble qu'on est rendu à cette étape de réflexion. Merci. Oui, moi je voulais réagir rapidement en me décalant un peu de ce qui a été dit, qui est très intéressant. Je pense en particulier à cette idée qu'il peut y avoir différents modèles alternatifs, et puis que c'est important de réfléchir dès aujourd'hui à la manière dont on peut justement concevoir autrement des formes de régulation, des formes de contrôle collectif, etc., etc. Et si on se situe un petit peu en amont de ces questions, je crois qu'il faut peut-être d'abord s'apercevoir que nous sommes dans une situation qui est extrêmement défavorable. Qu'on est actuellement, on parlait d'armement à l'instant, mais je pense à une autre forme de guerre, c'est une guerre de classe dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est extraordinairement violente et qui est une destruction systématique des acquis sociaux de la dernière période, la période fordiste. Et cette période-là ne reviendra pas pour quantité de questions à la fois économiques et politiques. Donc, en préalable à la question des modèles, qui sont nombreux, hein, les propositions sont extrêmement nombreuses, on a beaucoup d'idées en tout cas. En préalable, la question, c'est comment on reconstruit un rapport de force. Et c'est cette question-là qui me paraît extrêmement difficile à résoudre et qui me paraît être vraiment la question préalable aujourd'hui qui pose la question de la démocratie. C'est-à-dire comment tous ensemble, on arrive à un moment donné à réintervenir sur le terrain de la vie sociale. Ça suppose de se confronter à quelque chose qui s'appelle le capital, et les capitalistes aussi qui vont avec, qui sont inséparables. Quelque chose qui s'appelle l'État aussi, ou les États. Et là, reconstituer ce rapport de force, c'est évidemment à la fois poser la question des organisations, de la manière dont ces organisations peuvent intervenir dans ce contexte très difficile, et de la façon dont ces formes de mobilisation peuvent commencer à esquisser ou réesquisser cette réappropriation qui est absolument nécessaire à un moment donné à passer du capitalisme à autre chose, et autre chose qui ne soit pas de la barbarie.
et qui soit un véritable mode de production humain, collectif, démocratique, etc. Mais là, vraiment, je crois que la difficulté à laquelle on se confronte de par le monde, tous, hein, c'est vraiment cette idée d'un conflit qui soit constructif. Je crois qu'on est vraiment dans la conflictualité, qu'en même temps, on a des difficultés à la penser, cette conflictualité. Donc c'est évidemment tentant de dire on fera comme ça, et c'est plutôt irénique comme vision des choses, plutôt pacifique et heureux. C'est très bien, c'est effectivement ça qu'on vise. Mais comment, pour l'instant, on arrive, à partir d'une situation qui est extrêmement conflictuelle, à ouvrir des brèches, à s'appuyer sur des acquis, à reconstituer des acquis. En France, on est dans un programme de destruction des services publics. On a un petit peu de retard par rapport à d'autres pays, d'un certain point de vue, avec des formes de résistance et bon, une histoire politique qui fait que voilà, il y a un léger décalage. Mais là, maintenant, on est dans un programme à la Thatcher, à la Reagan, vraiment ultra-violent, plus des formes ultra-autoritaires de répression. Comment on fait pour arriver à un moment donné à ce que les mobilisations qui existent et qui sont vraiment puissantes, encore une fois, ne butent pas sur le découragement et arrivent à reconstituer des services publics dignes de ce nom en élargissant les acquis précédents. L'école, les transports, l'hôpital, tout ça est en train d'être littéralement détruit. Donc là, vraiment, la situation, encore une fois, avant même de poser la question du modèle, c'est la question des formes d'intervention collective et des mobilisations collectives qui nous permettraient tous ensemble de rediscuter de services publics pour aujourd'hui, qui ne soit pas simplement la défense des acquis, mais qui soit une possibilité à un moment donné d'affronter cette logique du capital et cette logique étatique en grignotant dessus, en l'attaquant directement et en le faisant tous ensemble et encore une fois de manière radicalement démocratique. La tâche est énorme, mais je pense que c'est ça qu'on a devant nous.